Bonjour Monsieur Gabéran, comment allez-vous? Bah, écoutez, les choses vont pas trop mal. Ça va dans un contexte social tendu, mais ma foi, on garde le cap. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vous remercie pour ce temps que vous nous laissez. Pouvez-vous vous présenter assez rapidement? Oui, très 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 rapidement, hein, parce que je suis un vieux monsieur. Alors si je commence à faire ma biographie, ça va durer longtemps. J'ai démarré le métier d'EduxP à 20 ans, sans diplôme. J'ai fait ma formation en cours d'emploi, comme cela se faisait beaucoup à l'époque, en 4 ans, à l'IRTS d'Échirolles à Grenoble. Et puis, j'ai exercé ce métier pendant plus d'une vingtaine d'années. En chemin, j'ai commencé aussi à compléter mon métier, mon diplôme d'EduxP par un diplôme d'universitaire de maîtrise de philosophie que j'ai poursuivi par un doctorat en sciences de l'éducation validé avec comme directeur de thèse Philippe Mérieux. Et à un moment donné, j'ai quitté le terrain d'éduc pour devenir formateur pendant plus d'une quinzaine d'années, et puis ensuite directeur d'établissement de formation. Mais peut-être plus important que mon parcours, ce qui me paraît intéressant, c'est ce qui me fait être là encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je fous là, alors que je pourrais valablement faire valoir les droits à la retraite? Et je crois que la crise de sens auquel se trouvent confrontés nos métiers ont besoin de toutes les ressources disponibles pour essayer de retrouver les fondamentaux du métier, les fondamentaux pratiques, et puis fonder ces fondamentaux pratiques sur, sur ce que moi j'appelle une science de l'éducation. Si on a l'occasion d'y revenir, j'aimerais m'expliquer là-dessus. Voilà, je pense qu'il y a un énorme travail à produire par les éduques aujourd'hui pour rendre visible et lisible la complexité d'un métier qui est souvent masqué par la banalité d'un faire au quotidien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. En apparence, c'est un métier. D'ailleurs, on a beaucoup de politiques et beaucoup dans l'opinion publique. Beaucoup considèrent que c'est pas un métier, alors que c'est fondamentalement un métier éminemment complexe et qui mérite d'être adossé à un domaine théorique beaucoup plus structuré que ce qu'il n'est à présent. C'est très simple. Justement, par rapport à ce que vous avez parlé, de ce que vous avez abordé pour l'éducation, est-ce que on peut trouver tout ça dans vos livres? Quels sont vos livres les plus importants que vous avez écrits récemment? Et est-ce qu'il y en a que vous êtes en train d'écrire pour le futur? Oui, ben, je crois que les ouvrages qui ont fait, et qui continuent à faire repère, c'est 100 mots pour être éducateur. Hein. Lorsque j'ai démarré le métier, j'entendais beaucoup les collègues dire que ils n'avaient pas à rendre compte de leur pratique, qu'ils travaillaient avec leur tripes et que ce qui se passait entre les personnes accompagnées et puis le professionnel, c'était l'ordre de la relation, hein, du savoir-faire relationnel. Or, moi, il m'a très tôt apparu le fait que il fallait être capable de pouvoir dire la complexité de notre métier par rapport aux personnes responsables, financeurs, qui n'étaient pas au quotidien auprès des personnes. D'où ce dictionnaire déjà pour essayer 100 mots pour être éducateur, pour essayer de poser un vocabulaire pour une profession qui a longtemps été sans mots. C'est ce que j'ai écrit dans l'introduction. Il y a eu la relation éducative qui reste un point de repère, qui est encore un point de repère pour moi, que j'ai complété par oser le verbe aimer dans la relation en éducation spécialisée, qui me paraît essentiel. Je crois que là, aujourd'hui, si pendant 40 ans, on a parlé de juste distance, de mettre à distance les publics, de ne pas mêler les émotions, ça a conduit à cette perte de sens dans la relation que nous connaissons aujourd'hui, que nous connaissons actuellement et qui fait crise. Et il me semble que oser le verbe aimer en éducation spécialisée, c'est une manière de reprendre la main sur notre métier. Et je suis effectivement sur deux ouvrages très forts qui vont prendre un petit peu de temps. Dans la perspective de fonder cette science de l'éducation et ce langage propre aux éducateurs, je suis en train de travailler sur un gros dictionnaire, alors un peu plus épais que 100 mots, un vocabulaire philosophique de l'éducation spécialisée.
Où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet? Vous avez des réseaux particuliers où on peut voir vos traductions, vos réflexions? Alors le point d'appui prioritaire, essentiel, c'est mon site, hein, philippe-gabéran.com. Ça, on tape sur Google, on le trouve. Et puis, je suis présent sur LinkedIn essentiellement et un petit peu sur Facebook, mais je me pose beaucoup de questions, hein, sur les réseaux sociaux. Euh, il y a d'excellentes choses, mais il y a aussi une masse de matériaux qui font du bruit et qui me paraissent inutiles, voire nocifs. Voilà. Donc, je suis un peu en interrogation par rapport aux réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai mon site et puis sur LinkedIn essentiellement. Je comprends. Justement, en revenant sur le fer de lance, l'éducation spécialisée, pourquoi l'éducation spécialisée? Pourquoi vous êtes tourné vers l'éducation spécialisée? Mais voilà, quand je commence le métier, hein, je le rappelle, j'ai 20 ans, j'ai pas de diplôme et je suis intrigué par le fait que la plupart des éducateurs spécialisés à l'époque, lorsqu'on leur pose la question, mais spécialisés en quoi, ils savent pas quoi répondre, et ils disent en tout ou en rien, et voilà. Donc, et moi, ça me satisfait pas, ça me satisfaisait pas, parce que je voyais bien que nous avons une spécificité, hein, euh, éduquer un enfant, l'accompagner dans sa trajectoire du grandir, hein, un enfant qui bénéficie d'un environnement social et familial à peu près structuré, c'est déjà une tâche complexe. Hein. Mais permettre à une personne dans la trajectoire de vie, alors une personne, ça peut être un enfant, un adolescent ou un adulte, hein, permettre à une personne de renouer avec une trajectoire de vie qui ne soit pas subie parce que impactée par des événements traumatiques, mais qui soit choisie, eh bien, ça demande un accompagnement qui relève bien d'un métier. Nous avons une spécialisation, nous nous occupons de personnes dont la vie a été impactée par des événements de nature traumatique. C'est ça notre spécialisation. C'est ça ce qui fait notre spécialité. Et je pense qu'il faut la revendiquer. Et je rappelle que ce qui fait traumatisme, c'est pas tant la nature de l'événement, puisque le même événement peut avoir des effets différents selon les personnes, hein, c'est la capacité qu'a la personne qui est impactée par ces événements de pouvoir mettre du sens sur ce qui lui arrive. Voilà. Et ça c'est le fond du métier d'éducation spécialisée. Pour moi, c'est ce qui doit demeurer. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être formateur? Eh bien voilà, c'est parce que euh, je crois que les deux vont ensemble. Alors, à un moment donné, j'étais simple intervenant et puis après, j'ai choisi d'être formateur à plein temps parce que là aussi, on a un véritable métier. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe dans les établissements de formation avec le peu de recrutement à l'entrée et les décrochages massifs à partir du stage. Le, le métier d'EduxP repose sur l'appropriation de savoirs théoriques, mais repose aussi sur un travail sur soi. Et être formateur, c'est accompagner des étudiants et futurs professionnels à s'approprier les savoirs pour pouvoir se construire soi en tant que adulte qui aura une présence auprès des personnes qu'il va accompagner. C'est là-dessus que va venir, c'est cet aspect-là que vont venir chercher les publics accompagnés. Donc, il y a du travail à faire du côté de la formation. Ouais. Que pensez-vous de l'éducation spécialisée, mais de l'évolution d'hier à aujourd'hui? Ah, malheureusement, je peux que faire comme tout le monde, constater une terrible crise. Je crois que les métiers de l'éducation spécialisée rencontrent une des plus graves crises de sa très jeune histoire. Alors, une crise qui, au départ, a été une crise de moyens accordés, hein. C'était les moyens financiers en baisse, ça c'est indiscutable, hein. Il y a eu cette terrible phrase dans les années 90, il fallait apprendre à faire plus avec moins. On est à l'époque dans la critique de l'État-providence, on est
dans le soutien par le patronat, mais aussi par certains pouvoirs politiques, comme quoi l'État n'a pas à s'occuper de l'éducation, de la santé et de la solidarité. Il faut qu'il se replie sur son domaine régalien, hein, c'est-à-dire la justice, la sécurité intérieure et extérieure. Donc il y a eu une crise de moyens, une rétraction des moyens financiers accordés, ça c'est clair. Et puis là, aujourd'hui, il y a une véritable crise de sens. Enfin, la crise de moyens est redoublée par une crise de sens, parce qu'on a vu surgir dans les années 90 une déshumanisation complète de la relation, hein, elle s'est traduite par cette mise en place de protocoles, de procédures, de recommandations de bonnes pratiques, la substitution. On a voulu substituer des méthodes d'agir à l'implication subjective dans la relation. Moi, je travaille beaucoup sur les derniers ouvrages. Là, il ne faut pas opposer objectif et subjectif. Le lien dans la relation, il est forcément subjectif. Après, le rendre compte en équipe ou sur une instance extérieure, se rendre compte, il doit être objectif. Il faut, c'est ce que je fais avec mes formations sur les écrits professionnels, articuler le subjectif de la relation à l'objectif de la narration. Quels conseils vous pouvez donner pour les personnes d'abord qui souhaiteraient devenir éducateurs spécialisés et ensuite pour celles qui voudraient devenir formateurs? Ben, pour devenir éducateur spécialisé aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut savoir, mais c'est pas de la responsabilité des futurs professionnels, hein. Il faut savoir que la formation aujourd'hui, telle qu'elle a été réformée, elle ne forme plus au métier de la relation. Enfin, c'est plus l'objectif principal. L'objectif, d'ailleurs, c'est les métiers de la coordination de parcours. Moi, bon, je suis assez sceptique par rapport à ça. Je dis pourquoi pas, hein, il faut effectivement coordonner. C'est une des tâches, mais euh, il faut cette grande difficulté, c'est la confusion, hein. Et il y a deux métiers aujourd'hui. Il y a celui avant la réforme de 2017 et celui après la réforme de 2017, avec un recrutement par Parcoursup. Là aussi, il y a un biais là, dans cette affaire-là, parce que pour être éducateur, et je reviens à votre question, il faut d'abord aller chercher en soi le sens qu'on va donner à vouloir pratiquer ce métier-là. C'est véritablement un métier. Et c'est un métier compliqué qui va engager soi dans l'aide apportée à d'autres personnes qui ont besoin de cette aide-là. Avec cette notion fondamentale, c'est pas parce qu'ils ont besoin de cette aide d'un autre qu'eux-mêmes, d'une aide extérieure, que celui qui leur apporte cette aide est tout puissant par rapport à eux. Hein, ça, c'est ce que j'appelle les fondamentaux des métiers. Il faut vouloir s'engager dans ce métier en sachant bien dès le départ renoncer à l'illusion d'une toute-puissance. C'est pas parce qu'on est éducateur on se dit éducateur spécialisé qu'on va faire éducateur spécialisé, qu'on va être un éducateur spécialisé. C'est différent. Faire éduque et être éduque, c'est différent, très différent. Pour vous, il y aurait des choses qu'on devrait apprendre obligatoirement ou rajouter dans nos formations quand on va être éducateur spécialisé? C'est-à-dire que rajouter, il y a tellement de choses à rajouter. Le drame, il se passe en éducation spécialisée ce qui s'est passé avec l'éducation nationale. On veut toujours rajouter des nouvelles disciplines, des nouvelles matières à enseigner, et on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. L'essentiel, le cœur de métier, c'est la relation éducative. C'est la rencontre entre deux personnes, deux entités. Donc, ce qu'il faut travailler, ce qui est peut-être un peu moins fait aujourd'hui dans les formations, parce que c'est plus validé. Alors, j'ai des tas de collègues qui résistent, hein, qui sont formateurs et qui résistent à cette évolution négative, mais ce qu'il faut travailler, déjà, la première année, elle devait servir à ça, c'est apprendre à se connaître soi. Ça, c'était le fondamental. Après, les savoirs, aujourd'hui, on veut bombarder des savoirs rapidement, mais ces savoirs, ils vont être transmis, ils vont être enseignés en amphi, mais ils vont pas être appropriés par les étudiants et les futurs professionnels parce qu'ils n'en comprennent pas le sens. C'est comme un gamin à l'école, s'il ne comprend pas le sens de ce qu'on lui transmet, il ne le prend pas. Aujourd'hui, dans les formations,
les professionnels ne comprennent pas le sens de ce qui leur est transmis, sauf pour valider alors les ECTS, pour valider les épreuves d'examen, voilà. Mais pas pour la pratiquer d'un métier. Mais c'est pas de leur faute, hein. Moi, j'insiste là-dessus. C'est pas de la faute des étudiants et des futurs professionnels. C'est ceux qui ont piloté la réorganisation des formations et des diplômes qui ont conduit à cette impasse-là. Il y aurait un message que vous souhaitez transmettre, un message personnel, je sais pas, aux personnes qui vous écouteront et vous regarderont, et forcément à des experts, parce qu'il y a des collègues qui vont voir votre vidéo. Oui, j'en discutais avec mes enfants qui sont enseignants, une enseignante et l'autre ingénieur ce matin. Nous allons avoir besoin d'EduxP parce que la société va mal, beaucoup de personnes vont mal, beaucoup de personnes sont déstructurées. Il nous faut des EduxP qui soient véritablement considérés comme étant des gens, des professionnels qui ont un savoir-faire et un savoir-être. Il faut refaire confiance aux EduxP, leur redonner cette compétence à être dans la proximité à la personne accompagnée pour que se tisse la relation. Et puis, il faut mettre en place tous les outils, il faut revenir à des outils essentiels qui sont les réunions d'équipe dans lesquelles on peut parler des personnes accompagnées sans craindre de se faire démolir, soit par un collègue, soit par une hiérarchie. Il faut remettre en place des groupes de réflexion sur la pratique parce que c'est essentiel. C'est un métier qui vient, une fois encore, qui vient chercher le professionnel là où il est, lui. Donc ça, il faut que ça puisse être parlé pour que, entre collègues, on puisse comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans la relation entre toi et telle ou telle personne accompagnée, que ce soit un gamin ou un adulte. Puisque nous savons tous ceux qui pratiquent ce métier, savent que la relation, elle n'est pas la même, elle ne s'établit pas avec n'importe quelle personne, pas avec n'importe quel gamin, elle n'est pas la même de tel éducateur entre tel éducateur et tel autre éducateur, il y a bien un lien spécifique qui se tisse, c'est ça qu'il faut mettre au travail. Quelque chose à rajouter? Oui, moi je dirais qu'une seule chose parce que euh, je reprends une phrase que Françoise Dolto a fait mettre sur sa pierre tombale et qui est empruntée à l'épître selon Saint Jean, n'ayez pas peur. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a un contexte sociétal qui veut nous faire fonctionner sur la peur. Moi, je dis aux jeunes professionnels qui ont envie d'aller dans la relation, même si les publics sont compliqués, n'ayez pas peur. C'est ce que je veux leur envoyer. Merci pour ce message. Merci pour cette interview. On vous retrouvera prochainement dans vos ouvrages ou ce que vous pouvez publier sur votre site. Alors, prochainement, laissez-moi une bonne année encore. Hein. Merci.